Bonjour, bonsoir à tous. Je commence par vous présenter nos intervenants. Il en manque une depuis que vous avez vu l'annonce. Florence Declaveillère, la vice-présidente de l'Association nationale des architectes des bâtiments de France, est rivée au lit avec une forte fièvre, donc elle n'est pas des nôtres ce soir. Et nous avons, je commence à les présenter depuis le bord le plus à gauche pour moi, le plus à droite pour vous, par Antoine Mougenot. Antoine Mougenot qui est chargé de projet à l'AFD, l'Agence française de développement. Vincent Guichard à ses côtés, qui est le directeur du site de Bibracte. J'espère pour vous que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller, parce qu'en l'écoutant, vous vous direz « il faut vraiment que j'y aille ». C'est un des très bels endroits et un des très beaux grands projets construits par Pierre-Louis Falocci pour, à l'époque, les grands projets présidentiels. Soline Archambault, qui est la directrice des grands sites de France, donc grands sites dont fait partie Bibracte. Mathieu Berton, qui était jusqu'à il y a quelques mois encore à Pékin comme chargé de coopération culturelle. Et si nous les avons tous réunis aujourd'hui sur ce thème, équilibre dynamique, environnement et patrimoine, c'est parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement demandés en Chine. Et nous aurions aimé avoir pour l'occasion l'urbaniste Shao Yong, qui aurait dû aussi être des nôtres. C'est ce qu'on prévoyait en préparant cette réunion au printemps dernier. Et puis, fermeture des frontières aidant et mise en quatorzaine, eh bien, ce n'était plus envisageable avec le début du mois de septembre. Donc, nous sommes là ensemble parce que c'est précisément cette vision du territoire qui est une des constantes, on pourrait dire, dans les projets urbains et ruraux en Chine. Et ces projets de territoire peuvent prendre une importance très plurielle. Et c'est pour ça qu'on a avec nous non seulement des personnes qui sont liées à l'urbanisme, mais aussi qui sont liées à la gestion des musées, l'articulation avec les autorités locales, avec des politiques territoriales et avec l'organisation de ces projets. Et puis chacun pourra se présenter un petit peu plus précisément ensuite au cours de nos échanges. Ce qui nous a donné l'occasion aussi de les réunir, c'est un projet, un appel d'offres qui a été lancé par l'AFD sur le site de Fengxiang. Alors Fengxiang, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller en Chine, c'est dans la province du Shaanxi, cette province où est Xi'an, l'ancienne capitale chinoise, la ville des guerriers enterrés. Et on est aussi sur des sites extrêmement anciens, de sites de pouvoir chinois, de sites archéologiques. Et à partir d'un projet de patrimoine, cette fois projet de mémoire, on s'aperçoit que la question portée par nos interlocuteurs chinois avec l'AFD dépasse largement la question de l'archéologie. Peut-être pour commencer, Antoine, est-ce que tu aurais envie de nous parler de cette commande qui est constituée avec l'AFD et avec, en Chine, on est au niveau national avec la commission de la réforme et également avec le ministère des Finances. Donc c'est peut-être cette alchimie, si ça te semble opportun, que tu pourrais évoquer. Il faut appuyer sur le petit bouton rouge. Là, c'est bon, vous m'entendez? Très bien. Bonsoir à tous. Peut-être d'abord vous préciser pour ceux qui ne connaissent pas encore l'AFD, ce qu'est l'AFD et surtout ce que fait l'AFD en Chine et pourquoi elle essaye d'y être et dans quelles conditions elle essaye d'y intervenir. Donc, pour certains d'entre vous, vous savez que l'AFD est un établissement public français qui est en charge de développer, enfin en tout cas de
de mettre en œuvre l'aide publique au développement à l'étranger, dans différents pays, selon un mandat assez clair, pour faire simple, qui reprend les grands objectifs du millénium, plus ceux de la COP 21, et en tout cas en Chine, les deux grands piliers sur lesquels on souhaite intervenir, c'est sur la biodiversité et tous les enjeux liés au climat, c'est-à-dire tout ce qui va être projets qui vont favoriser soit l'atténuation ou soit l'adaptation. Moi, je reviens de rejoindre l'AFD depuis 6-7 mois. Je travaille en Asie environ depuis une petite dizaine d'années et en Chine de plus ou moins loin, on va dire, soit tantôt proche de la Chine, tantôt un peu plus loin. Et je fais partie donc d'une division qui s'appelle la division Ville, qui elle-même fait partie d'un département qui s'appelle le Transition urbaine et mobilité. Et cette division a la spécificité d'intervenir sur tous les sujets de la ville. Donc c'est une division assez multiforme, qui a une nécessité, une obligation d'être dans la transversalité et dans le partenariat sur différents types de secteurs et de compétences, dont le patrimoine, puisque le patrimoine fait partie d'un de nos secteurs d'intervention, qui lui-même fait partie de notre stratégie approche ville durable. Et sur ce patrimoine, on a environ, en tout cas, trois secteurs, trois points qui sont importants pour nous. Et après, j'expliquerai pourquoi on essaye d'intervenir sur ce sujet-là en Chine. Sur ces 3 points, c'est que le patrimoine doit à tout prix, en tout cas, être utilisé comme un facteur d'attractivité et contribuer à la création d'emplois, maintien de l'emploi sur le secteur. Ça va être aussi un vecteur de renouvellement urbain, soit de quartiers anciens dégradés, ou de sites à forte valeur patrimoniale, soit naturels, ou soit bâtis. Et il doit aussi favoriser l'émergence de cette identité collective pour mieux favoriser sa protection et sa mise en valeur. Donc en Chine, on intervient sur le patrimoine on intervient en Chine depuis une petite vingtaine d'années, et on va dire sur le patrimoine vraiment depuis, on va dire, 5-6 ans, dans une tendance d'accompagnement de la Chine dans sa transition, on va dire, dans ce modèle de développement, en essayant autant que faire se peut de les accompagner, encore une fois, sur la protection de leur patrimoine naturel et culturel. Donc en Chine, la spécificité d'intervention de l'AFD avec les autorités chinoises sur le patrimoine, c'est qu'elle vise toujours à intervenir sur le patrimoine dans des objectifs de développement touristique économique soutenable. Et vous allez voir que ça va être un vrai débat sur tous les projets qu'on a pu mener, c'est que cette soutenabilité est parfois un vrai enjeu pour éviter une standardification, une misification de certains secteurs, mais qui ont été les mêmes enjeux qu'on a pu aussi nous-mêmes avoir dans le cadre de nos développements touristiques en France. Enfin, peut-être un deuxième point très important dans le cadre des projets qu'on peut mener, c'est qu'ils doivent être à tout prix des projets globaux, très cohérents et avec une forte valeur ajoutée. Donc on n'est pas sur des petites touches, on essaye vraiment d'emmener nos interlocuteurs et nos partenaires dans une vision, dans une stratégie globale qui vise à prendre toutes les composantes de la protection du patrimoine. Voilà comme première introduction en tout cas de ce que pourrait être l'AFD et ce que fait l'AFD sur le patrimoine en général et ce qu'elle commence à vouloir faire en Chine. Mathieu, est-ce que tu as envie, toi, d'éclairer par la partie chinoise avec laquelle tu es en contact sur les attentes et sur cette perception du patrimoine? Oui, alors peut-être effectivement compléter l'introduction que tu as faite, Françoise, pour préciser que donc je suis resté 4 ans en poste, comme on dit, à l'ambassade de France à Pékin, à la tête donc du secteur de coopération technique, à vocation à appuyer le développement des coopérations bilatérales dans des domaines prioritaires que sont donc l'environnement au sens large, qui inclut donc les questions de biodiversité, j'inclus les questions de biodiversité, de lutte contre le changement climatique et de façon plus récente mais non moins importante, les questions de patrimoine culturel. Et moi, quand je suis arrivé en Chine il y a 4 ans, clairement, mon mandat était de donner un gros coup d'accélérateur aux coopérations dans le domaine du patrimoine culturel,
pour répondre en fait à la fois à une volonté des autorités françaises d'internationaliser davantage l'expertise publique dans le domaine du patrimoine, avec donc quelques opérations pilotes dans le monde sur des marchés intéressants, et une demande très forte des autorités chinoises de développer une coopération importante avec la France. Alors, avant de peut-être donner quelques éclairages sur les raisons qui ont poussé la Chine à vouloir autant développer des coopérations avec la France sur ces sujets et comment appréhender ce développement, peut-être revenir un petit peu en arrière pour dire que on assiste clairement depuis une toute petite dizaine d'années à un virage important en Chine, même si c'est pas nouveau, mais ça s'est vraiment accéléré sur une forte volonté des autorités politiques de protéger davantage les ressources patrimoniales, qu'elles soient naturelles ou culturelles. On a vraiment un parallèle à ce niveau-là, on constate, avec des prises de position très fortes. Le développement pour ceux, et j'imagine qu'il y a des spécialistes de la Chine aujourd'hui, avec vraiment des slogans très forts comme celui de l'édification d'une civilisation écologique, la guerre déclarée à la pollution, des choses très fortes comme ça qui reviennent systématiquement comme éléments de langage dans l'ensemble des discours des politiques à n'importe quel niveau, au niveau central, mais aussi qui sont déclinés localement dans les provinces, dans les villes, puisque c'est la feuille de route, édifier cette civilisation écologique à horizon 2049, qui correspond donc aux 100 ans de la République populaire de Chine. Donc, on est dans cette trajectoire et c'est vraiment affirmé. Les récents engagements qui ont été pris par le président chinois à New York sur la neutralité carbone à horizon 2060 est l'exemple le plus récent en fait de ce virage sur les questions environnementales. Bon, ça correspond aussi, je pense, à quelque chose de beaucoup plus ancien en Chine, de vision culturelle liée à la nature, mais qui correspond aussi à une prise de vraiment j'aurais envie de dire un ras-le-bol des populations au sens large, qu'elles soient urbaines, rurales, anciennes ou jeunes, des plus vieux ou des plus jeunes, qui vraiment ont envie de retrouver un environnement de qualité. Et parallèlement à ça, sur les questions de patrimoine culturel, ça suit la même trajectoire. On a voilà, les années 60, 70, c'était plutôt en opposition à l'histoire pré-49 de la Chine. Et là, on assiste vraiment à une affirmation très forte de l'identité culturelle chinoise, vieille de plusieurs millénaires, 5 fois, comme ils aiment le répéter régulièrement. Et donc vraiment cette protection nouvelle, importante du patrimoine culturel participe, je crois, c'est une fierté retrouvée de s'affirmer en tant que pays très ancien. Et donc face à ces deux montées en puissance de sujets d'importance, la France a été identifiée très tôt par les autorités chinoises comme un pays avec lequel il était intéressant de développer des coopérations, notamment parce qu'on a beaucoup de points communs, même si on est beaucoup plus petit. Et le premier point commun, c'est d'avoir une tradition rurale très forte et un patrimoine, des paysages culturels qui ont été forgés à travers les siècles, et puis du patrimoine, du petit patrimoine, du grand patrimoine, mais du patrimoine partout, dans n'importe quel village et dans n'importe quelle ville. Et ça, c'est vraiment un point commun avec la Chine, et c'est pas si courant que ça finalement dans le monde. Associé au fait que la France est identifiée, reconnue comme une des, à juste titre, je crois, comme un des pays pionniers sur les questions de protection et de mise en valeur du patrimoine. Donc moi, je suis arrivé dans ce contexte-là il y a 4 ans, et donc on a mis en œuvre un certain nombre d'outils sur lesquels on pourra revenir après, qui sont évidemment la signature d'accords de coopération et la mise en œuvre de projets pilotes au sein d'une équipe France, j'ai envie de dire, et l'équipe France, elle inclut évidemment l'AFD, avec ses outils très spécifiques qui sont des prêts, qui permettent aussi de mobiliser des savoir-faire et de l'expertise française. Et donc tout ça s'est fait de façon importante depuis, j'ai envie de dire, effectivement 5-6 ans, grosso modo.
Mais merci à tous les deux parce que vous avez couvert le champ, cette dimension très large du patrimoine. Pendant ce temps, vous voyez quelques images sur des sites sur lesquels l'AFD intervient. Et on arrive maintenant sur Fengxiang, ce fameux programme qui est en cours, archéologie. La base est cette revendication historique et d'une histoire maintenant extrêmement importante depuis le règne depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Et Vincent, j'aimerais te laisser la parole pour que tu puisses nous en parler avec ce rapport d'étonnement, tu nous le dis sans cesse, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, mais on sait que tu es spécialiste de bien d'autres sujets, et c'est cette double approche qui nous intéresse de faire partager avec vous. Oui, bonsoir. Bon, je suis vraiment le candide. Hein. J'ai passé 4 ans en Chine, j'ai passé 10 ans en Asie, en Extrême-Orient. Moi, j'ai passé 4 jours en Chine. Voilà. Mais c'était un grand choc quand même. Voilà. Et je crois que c'est toujours les premières choses que l'on ressent sont toujours très très fortes. Donc moi, je suis arrivé dans le dossier de Fengxiang au moment où se finissaient d'être écrits les cahiers des charges pour recruter les différents lots de maîtrise d'œuvre. C'était il y a exactement 2 ans. À un moment où il fallait un peu reboulonner le projet un peu dans la précipitation. Donc mes 4 jours en Chine, ça a été aussi 4 nuits assez intenses. Hein. Voilà, on avait très 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 peu de temps devant nous et c'était passionnant. Pourquoi moi je suis allé là-bas? Donc en fait moi je suis archéologue, donc ma lecture du dossier sera sur du temps long. Je peux pas faire autrement. Plutôt une lecture de géographie historique. Parce que en fait, je crois que la maîtrise d'ouvrage chinoise, alors par l'intermédiaire de l'AFD bien évidemment, était intéressée par l'expérience assez singulière que l'on développe à Bibracte. Je dirais par le fait du prince. Hein. Bibracte est un équipement patrimonial assez particulier qui a été mis en place dans le cadre des grands travaux culturels de l'État dans les premières moitiés des années 90. Donc, qui a consisté à mettre en place, même si on n'avait pas utilisé ces mots-là à l'époque, une gestion intégrée d'un site patrimonial qui était classé au titre de monument historique, qui était classé au titre des sites, avec une composante de recherche archéologique importante, un souci de valorisation en temps réel du travail des archéologues auprès du public le plus large, et puis finalement, au fil du temps, c'était également greffé à cela le souci de participer d'un projet de territoire. Et ça se met en place, c'est pas encore complètement fait, on a eu une séance de travail assez intense la semaine dernière, sous couvert de la politique des grands sites de France donc du ministère de l'Environnement, et pas de la Culture, qui est notre principal financeur, qui est une politique à laquelle on croit beaucoup. Je laisserai Soline en parler, mais enfin l'idée en 2 mots, c'est d'essayer de faire le pari qu'on peut construire des projets de territoire cohérents et durables à partir de la préservation de leur patrimoine et surtout au sein du patrimoine du paysage. C'est ça. Hein. Donc, Fengxiang, le sujet est passionnant. Il y a un potentiel absolument extraordinaire. Donc on est à 150 km en amont de Xi'an, dans la vallée de la Wei. Donc le plus gros site touristique de la Chine est tout près. À Fengxiang, il n'y a pas un seul touriste aujourd'hui. Hein. C'est une ville qui est surtout connue pour une production industrielle importante, de l'alcool notamment à boire, hein. Gigantesque usine d'alcool. Donc une ville qui est relativement petite, 250 000 habitants, mais qui se développe, évidemment, qui s'étale de façon fulgurante. Je crois que c'est très banal, avec une destruction du patrimoine bâti traditionnel qui est à peu près complètement accomplie aujourd'hui. Et juste dans l'espace périurbain et raisonnablement préservé par la protection du sol, ça pourrait être bien pire, sur 15 km² et avec des satellites autour, l'étendue complète de la ville de Yong qui était la capitale du royaume de Chine, qui a donné naissance au premier empereur au IIIe siècle avant notre ère. Donc un dossier archéologique et historique évidemment essentiel. Je
Je pense qu'il y a beaucoup de choses, je dirais, de l'Empire chinois s'est construit dans ces périodes des 5e, 3e siècles avant Jésus-Christ, à Yong, et le sol porte encore la trace, je pense notamment les cadastrations rurales, dans lesquelles on vit encore aujourd'hui au XXIe siècle, si j'ai bien compris, elles sont le résultat des réformes agraires du IIIe siècle avant notre ère. Donc c'est cette continuité culturelle chinoise qu'on a du mal à comprendre en Occident. Moi, elle m'a sauté aux yeux à la première minute. Pour un occidental, c'est vraiment époustouflant. Dans tous les aspects, je dirais, de la matérialité du paysage, on a ces traces. Donc le projet, bon, c'est évidemment au départ, il est formulé comme un projet de tourisme culturel par la collectivité, qui a commencé un développement, je dirais, de requalification de ces espaces urbains, mais qui malheureusement est terriblement banalisant, je dois le dire. Quelques photos qui passent de jardins avec des bégonias, on pourrait se trouver n'importe où sur la planète, et c'est fort dommage, et je crois que c'est un grand risque, effectivement. Il faut plutôt s'appuyer sur la singularité. Donc l'idée de faire un musée qui est un grand centre d'interprétation pour expliquer au travers des vestiges de cette ville antique, dont il ne reste rien aujourd'hui. C'est une ville qui a été construite en bois. Donc c'est une problématique que j'ai à Bibracte. C'est le problème, qu'est-ce que l'on va montrer au public in situ, qui est un vrai sujet, un vrai défi de ce programme. Donc un centre d'interprétation et un parcours de visite au travers des vestiges de la ville. Mais ce faisant, on va croiser énormément de problématiques, et c'est pour ça je dirais, le projet patrimonial permet, si on veut bien s'en donner les moyens, de développer une approche holistique du territoire. On est dans un espace périurbain qui est un espace de loisirs. Il y a un grand réservoir d'eau de plusieurs dizaines d'hectares, qui est un lieu où il y a plein de pêcheurs à la ligne, qui est d'une sérénité aujourd'hui absolument bouleversante, alors qu'on a à 500 mètres des 4 voies où les voitures passent sans arrêt. Donc il y a vraiment un endroit qui a encore gardé beaucoup de poésie. Donc l'espace de la ville est occupé aujourd'hui par des villages de paysans, de jardiniers. Donc on a une petite agriculture périurbaine avec, là aussi, je dirais, une qualité de paysage, et puis encore une tradition extrêmement vivante, avec un habitat qui est encore raisonnablement préservé, qui est tout à fait intéressant. Les enjeux hydrauliques sont extrêmement prégnants, et d'ailleurs ils sont prégnants depuis 3000 ans sur le site. Et la gestion de l'eau était une préoccupation permanente, et aujourd'hui, on a eu, avec quelques décennies de négligence dans la gestion de l'eau, c'est un aspect qu'il faut reprendre en compte et qu'on peut tout à fait intégrer au projet. Et puis, il y a des aspects, je dirais, à la fois, c'est tout le développement urbain qu'on peut canaliser dans une bonne direction, alors que le plan de développement urbain qui existe est très discutable, on va dire. On peut espérer le requalifier. Et c'est à l'échelle, je dirais, d'un territoire plus vaste. On est sur la tête de la vallée de la Wei, donc un espace de géographie physique qui est parfaitement bien délimité aujourd'hui, avec des sites archéologiques absolument partout. Donc on voit très bien qu'on peut mettre en place, je dirais, un projet de tourisme diffus, qui est conforme à ce que l'on souhaite faire aujourd'hui. Je dirais, à partir de cet été 2021, on a pris le goût d'une autre façon de pratiquer le tourisme. Voilà le défi où on est aujourd'hui. Oui, donc on est loin des images stéréotypées, j'aurais tendance à dire, où on va opposer patrimoine culturel et patrimoine naturel. On est loin aussi des images qui peuvent être stéréotypées, de se dire le nationalisme qui est promu depuis quelques années ne cherche qu'à développer une certaine forme de tourisme. À vous écouter, on est vraiment sur, d'une part, de l'expérimentation, comment faire autrement, et une expérimentation qui est aussi bien à l'échelle d'un territoire. On voyait les plans passer tout à l'heure, c'est plusieurs dizaines de kilomètres carrés, et en même temps avec la population, c'est est-ce que je me tourne vers Soline, est-ce que c'est des enjeux que l'on pourrait avoir sur des grands sites en France, puisqu'effectivement, Mathieu le rappelait tout à l'heure, si côté chinois, on a été identifié depuis longtemps pour avoir une certaine expertise sur ces questions, qui chez nous regroupent aussi bien, même s'ils peuvent être très cloisonnés, les ministères de la Culture, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Équipement. On ne va pas pleurer là-dessus, hein, le propos n'est pas là, on en est tous conscients. Ce qui m'intéresse plus, Soline, c'est cette question des échelles de projets et des manières de gouvernance. Comment tu le perçois
Alors c'est un sujet voilà, qui est un petit peu au cœur de la démarche des grands sites. Si je reviens juste en 2 secondes sur qui nous sommes, le réseau des grands sites de France est une association loi 1901 qui fédère des collectivités territoriales de nature diverse, mais tout engagé dans une politique qui est une politique du ministère en charge des sites, et aujourd'hui c'est le ministère de l'Environnement bien sûr, qui vise à protéger les sites et en même temps à faire en sorte que cette protection soit un levier de développement durable et soit un ferment de cohésion également autour de valeurs communes. C'est une politique qui a l'air peut-être un petit peu intellectuelle, mais qui en fait est très opérationnelle, puisque derrière, il s'agit finalement de protéger les sites en accueillant un public extrêmement nombreux. Donc, il y a une partie aménagement assez importante, d'aménagement de centres d'accueil, de stationnement, de cheminement, etc. Mais ces aménagements et ces en cela que c'est intéressant, s'inscrivent vraiment dans un projet de territoire qui a pour vocation, à travers le paysage qui fait un peu bien commun, de réunir toute une série de politiques sectorielles, culture, tourisme, environnement, biodiversité, aménagement du territoire, développement économique, pour donner une cohérence au projet de territoire. Et cette cohérence, en fait, ce sont les valeurs du site, sa singularité. Donc on est vraiment dans l'idée de proposer une démarche qui soit spécifique à chaque fois à chaque site, qui conserve des constantes dans une méthodologie commune, mais qui en même temps soit extrêmement souple et permette de s'adapter aux singularités de chacun des sites concernés. C'est la baie de Somme, le marais Poitevin, mais aussi Carcassonne, le massif du Canigou, Bibracte bien sûr, la Camargue gardoise ou le Pont du Gard sont des sites qui sont quand même assez variés, qui ont tous en commun de faire partie de notre patrimoine national, mais aussi de générer un attachement de la part de populations locales qui en ont des usages extrêmement quotidiens, concrets, qui peuvent être agricoles, de chasse, de loisirs, très quotidiens finalement. Et c'est probablement dans ce sens-là que finalement on peut avoir aussi des choses à apporter tout à fait spécifiques, et on le constate parce que il y a une demande très forte à l'international par rapport à l'expertise du réseau. Et d'ailleurs, on anime Bibracte en est l'initiateur et président et cheville ouvrière à la fois, un pôle international de coopération pour des gestionnaires dans le monde entier du patrimoine naturel ou culturel. Donc la Chine est un élément de notre coopération. Voilà. Merci Soline. J'en reviens sur ce point fondamental que tu évoques, c'est identifier les singularités d'un site. Comment, sur ce sujet, quelle réaction vous avez en Chine, je ne sais pas qui vous a envie de répondre, sur identifier des singularités quand précisément, pendant très longtemps, la singularité ne pouvait pas exister. Enfin, moi, j'ai le souvenir de missions que nous avions fait avec Alain Marinos, et où il y a une petite vingtaine d'années, et où parmi des petites villes du Jiangnan, qui ont à peu près 10 000 habitants chacune dans leur centre ancien, leur suggérer de faire à la fois l'inventaire de leur singularité et à la fois celle de leurs traits communs, était un exercice qui était très complexe. Donc, 20 ans après, comment vous percevez les choses, chacun dans vos points de vue? Je ne sais pas qui veut commencer. Allez, Antoine. Moi, j'aurais une réponse un peu macro, et après, on reviendra sur le projet. Je laisserai bien évidemment
les experts associés à l'élaboration du projet, parce qu'encore une fois, on évoquera la gouvernance du projet en tel quel pour le partage du fond de ce qu'on souhaite faire dans ce projet, et on verra que la gouvernance et toute l'expertise, on va dire l'hybridation entre la culture chinoise et française est très importante pour arriver à définir un projet le plus adapté possible, et non pas, encore une fois, incrémenter d'autres sites. Je le dis parce qu'effectivement, en termes macro, on a quand même aujourd'hui une classe moyenne très structurée, très dense, qui s'est enrichie ces dernières années en Chine et qui consomme du territoire, et qui consomme du tourisme aujourd'hui parce qu'elle en a besoin et qu'elle veut accéder à cette forme de loisir. Si les touristes sont là aujourd'hui, en revanche, des sites comme celui de Fengshang ne sont pas préparés à les recevoir. De par le côté exceptionnel, vous l'avez dit, hein, Fengshang, c'est une cité et c'est un secteur sacré au sens de l'histoire chinoise, qui est en plus dans un secteur très fragile environnementalement parlant, et qui nécessite d'être protégé et d'être valorisé. Or, aujourd'hui, si on rentre dans une logique, on va dire, plutôt de cette dualité qui existe au sein du développement touristique en Chine, on est dans cette dualité développement économique et protection quand on peut, et souvent on a affaire aussi en face de nous à des investisseurs qui sont aussi qui vont vous parler de concessions d'exploitation sur des sites touristiques, et quand on vous parle de concessions sur des sites touristiques, on vous parle de transactions économiques, donc on vous parle de plan de financement, on vous parle de rentabilité du site. Donc on ne peut pas réussir, quand on est dans cette logique-là, à décaler le discours, à peut-être à faire voir différemment comment on peut faire territoire, comment on peut faire sens, comment on peut faire un projet global sur la mise en valeur du territoire dans son ensemble, sans concentrer l'offre au même endroit, dans un développement un peu trop densifié, un peu trop massifié. Et le site de Fengshang, de par son côté important dans l'histoire chinoise, est un peu une chance sur ça, puisque ça nous permet d'aller vraiment faire ce travail de fond. Dans le cadre de la préparation de l'étude de faisabilité, il faut savoir qu'aujourd'hui, les études de faisabilité avec l'AFD se font à la main des maîtrises d'ouvrage qui sont sélectionnées pour ces projets en Chine, et elles sont complétées par de l'expertise française. C'est dans ce cadre-là que, grâce à la chance qu'on a eu d'avoir les grands sites de France et Vincent avec nous dans l'élaboration du projet, dans le dialogue avec les contreparties chinoises, on a pu créer un vrai dialogue. On a pu créer un programme avec des sous-projets et faire sens dans le projet qu'on voulait développer. Et ça se matérialise par un comité scientifique sino-français qui est en train de se mettre en place. Il faut savoir que le projet se met seulement en place après 2 ans d'études. On vient de lancer les lots. Certains lots viennent d'être sélectionnés sur la programmation, sur les assistances techniques en termes d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage, en renforcement de capacité, et aussi sur les questions de biodiversité. Et ce comité scientifique, et avec cette assistance technique, on va dire quasi régulière, et l'aide de Vincent, on va pouvoir créer justement cette instance de dialogue pour proposer la méthode adaptée et éviter on va dire les copier-coller d'autres projets qu'on pu avoir ailleurs. Donc ça, c'est ma contribution, mon approche aujourd'hui sur ce qu'est le projet. Et tout est encore à faire. Je pense que tout au long du projet, et surtout dans cette phase qui va nous réunir bientôt avec Vincent, je vois que Vincent regarde le ciel, lève les yeux au ciel. Ça va être vraiment ça l'enjeu aujourd'hui, d'être à chaque fois, de ne pas lâcher, de revenir discuter, de revenir échanger sur ce qui fait sens, ce qui est important de protéger maintenant, parce que c'est ce qui permettra d'attirer encore mieux demain. Je rajoute un dernier point, c'est qu'il faut savoir que Fengshang vient de se construire, l'aéroport international de Fengshang vient d'être livré il n'y a pas longtemps, donc les touristes vont arriver. Donc on est déjà un peu en retard. Voilà. Non, moi c'était pas sur Fengshang, c'était plutôt sur sur la singularité. En fait, pour faire écho un peu à ce que je disais tout à l'heure, très macro, je crois que c'est vrai aussi au niveau local, c'est-à-dire que ça a eu un effet d'entraînement, le fait de cette redécouverte au niveau national
de l'histoire par le plus grand nombre et cette valorisation par les autorités politiques de l'histoire de la Chine, en fait, ça se fait aussi au niveau local, à toutes les échelles. Et du coup, il y a aussi cette volonté, de la même façon que la Chine, à l'échelle mondiale, souhaite se différencier en assumant et en revendiquant sa différence et ses différences, parfois, et ça pose problème sur certaines questions, mais en fait, ça se fait aussi au niveau local. La Chine est grande. La Chine, c'est 2,5 fois la taille de l'Europe. On parle de la Chine, mais en fait, il y a des Chines, il y a des réalités, il y a des cultures qui sont quand même très différentes. Et donc, je crois que vraiment, on assiste à cette redécouverte et donc cette valorisation de l'identité locale, avec notamment beaucoup de jeunes qui reviennent. Il y a aussi ces phénomènes, comme on a en France, ce qu'on appelle les néo-ruraux, et on assiste à ce phénomène de façon de plus en plus importante en Chine. Et donc, ils viennent aussi retrouver les spécificités du territoire, ses traditions. On parle beaucoup aujourd'hui de patrimoine matériel, mais il y a aussi la question du patrimoine immatériel. La Chine est un pays très riche en tradition et en patrimoine immatériel. Et ça aussi, dans les projets de territoire, c'est des choses qui sont de plus en plus mises en valeur. Xi'an, il y a la question du verre, il y a une verrerie, il y a du fabrique de verre, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Je pense que justement, avec ce virage de retrouver et de mettre en valeur cette histoire, ça se passe aussi au niveau local. Et le deuxième élément, mais qui se rejoint, c'est que finalement, il y a presque aussi une course à la différenciation. On assiste, la Chine est une économie qu'on pourrait qualifier sur certains points de plus en plus libérale, et donc on assiste aussi à une compétition très forte entre les provinces, entre les villes, au sein même des provinces, pour se différencier justement, pour pas seulement, on parle beaucoup de tourisme ce soir forcément, mais pas seulement, aussi attirer d'un point de vue économique d'autres filières, en étant différents, en ayant à la fois une identité forte et du qualitatif. Et ça explique aussi pourquoi de plus en plus de communes se tournent vers l'AFD. L'AFD prête en Chine au taux du marché. Les communes pourraient très bien emprunter à une banque chinoise. Si elles le font pas pour rapport à l'intérêt que représente le prêt d'un point de vue financier, mais plutôt parce qu'elle va apporter en termes de méthode et en termes de qualitatif. Ils veulent du projet qualitatif. Voilà, quelques éléments. Vincent, sur ces... Juste, alors là, pour le coup, je ne fais pas de macro, je fais du micro. Effectivement, il y a un souci de différenciation, mais le gros danger et le cœur du défi de ce projet de Fengxiang, c'est que la différenciation soit qualitative. On est à 150 km de Xi'an, avec d'énormes investissements culturels ces dernières années. Alors les chiffres qu'on m'a donnés sont tellement stupéfiants que je ne sais absolument pas s'ils sont vrais, mais donc on a dit on a au début des années 2010 révélé l'emprise du palais du premier empereur, c'est plusieurs kilomètres carrés. Ce faisant, on a dépensé, m'a-t-on dit, 3 milliards de dollars et déplacé 150 000 personnes en 4 ans. Voilà, donc, quand on a une petite collectivité à côté, je crois que c'est 10 millions d'habitants, quelque chose comme ça, le vrai problème, c'est comment on fait pour être différent. Et la première proposition qui avait été faite, et on en était là quand on est allé il y a 2 ans, avec l'architecte Gilles Marty, c'est qu'il fallait construire une tour de 80 mètres de hauteur. Il fallait être plus grand. C'était ça la réponse. Alors voilà, non, la réponse, c'est de cultiver les singularités en cultivant en préservant au maximum l'authenticité des sites. Et c'est là qu'il y a les modèles des élus que l'on a vus, ou du secrétaire local du parti, ils ont des modèles d'aménagisme fébrile qui banalise les sites de façon terrifiante. Donc il faut qu'on arrive à les amener vers une voie complètement différente. On a fait un voyage d'études il y a 1 an. J'ai passé mon temps pendant 3 jours à leur dire « less is more, less is more ». Et tous en partant, ils répétaient « less is more, less is more ». Après, je ne sais pas ce qu'il en restera. Mais voilà, donc il y a à l'évidence notre responsabilité, c'est de cultiver une autre voie. Est-ce qu'on y arrivera? Bon, on verra. Et alors, ça m'amène du coup
vous l'avez évoqué d'une manière effleurée les uns et les autres, c'est cette nouvelle génération qui est demandeuse d'autre chose. Nouvelle génération, ça veut dire aussi, là encore, je fais le parallèle avec il y a une vingtaine d'années, nos interlocuteurs et partenaires dans la coopération qu'on mène avec l'université Tongti, ils étaient minoritaires. C'était des urbanistes, parce qu'on était déjà, enfin, c'était aussi un choix de notre part, à l'échelle du paysage et non pas de l'édifice. Et maintenant, ce sont des classes entières qui se forment. Et est-ce que c'est une dimension que vous pouvez mettre dans vos projets ? Est-ce que vous pouvez, avec vos interlocuteurs chinois, inclure la dimension de formation, donc pas seulement des autorités locales, mais d'y associer, je ne sais pas, des classes d'archéologues, des classes qui travaillent sur le tourisme, des classes d'urbanistes ou de paysagistes ou d'architectes, je ne sais pas, de manière à pouvoir être et sur le travail de terrain, donc l'apprentissage par le terrain, et puis la diffusion lente de procédures. Ou est-ce que c'est encore un élément complexe? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'envie? Je vais peut-être prendre la question un petit peu autrement, parce que je ne suis pas capable de répondre comme ça. En fait, c'est la question pour moi qui est centrale, on va dire, d'incapacitation de la maîtrise d'ouvrage. Hein. Donc, quand on construit un musée en France, avant cela, on le conçoit, et on passe des longues années à le concevoir. Donc, on met en place des compétences avec des conservateurs de musées à qui on demande de faire un projet scientifique et culturel qui est validé par différentes instances, hein, notamment du ministère de la Culture. Et puis, quand ce projet est validé, on va commencer à se poser les questions d'aller recruter d'abord un programmiste, muséographe, et puis dans un deuxième temps, quand on aura un programme, d'aller recruter de la maîtrise d'œuvre. Ben là, on fait la chose complètement à l'envers, quoi. Et ça, c'est terriblement déconcertant, mais c'est vachement intéressant à vivre. C'est-à-dire que là, on a recruté les équipes qui font la conception, le design architectural et muséographique. Elles sont en place, et le design paysager aussi, mais le contenu n'est pas défini. Et il n'y a pas d'équipe de maîtrise d'ouvrage qui a les compétences patrimoniales. Hein. Donc c'est surtout un défi pour les équipes qui ont été missionnées pour faire le design architectural et muséographique, parce que c'est un peu une plongée dans l'inconnu. Et pour moi, évidemment, ce qui est absolument essentiel, c'est qu'on mette en place ces compétences-là sur le territoire. Alors, la forme juridique de la gestion, je ne sais pas ce qu'elle sera, de toute façon, je suis incompétent pour le dire, mais comment voilà, on met en place une équipe de conservation qui a vocation à animer aussi la recherche archéologique dans le territoire, parce qu'on est dans une région où l'archéologie est extrêmement active, avec un service archéologique provincial qui est remarquablement, qui fonctionne très très bien. Et ça a été l'objet de discussions assez âpres, hein, avec la maîtrise d'ouvrage. J'ai dit non, on verra après. Hein, surtout avec un aspect comme on est loin dans les profondeurs du nord-ouest de la Chine, mais on n'arrivera jamais à recruter quelqu'un qui est à la hauteur pour le moment. Donc il y a aussi, j'ai l'impression, une espèce d'inhibition, peut-être de complexe d'infériorité, parce qu'on est, on est dans les profondeurs continentales de la Chine. On est très très loin dans des grands centres intellectuels où se retrouvent les gens de qualité. Donc j'ai l'impression qu'ils ne savent pas tellement où ils vont de ce côté-là. Et c'est un autre défi de ce projet, c'est que d'abord, il y a un contenu qui tienne la route, hein, qu'on raconte une histoire qui se tienne aux visiteurs. Donc il va falloir alimenter le contenu. Et puis après que ce lieu vive. Hein, parce que si c'est juste livrer les clés, ne plus bouger, ça n'a aucun intérêt. Et là, tout était inventé ensemble, j'ai l'impression. Et peut-être je rajouterais aussi d'ancrer ce lieu dans son territoire, qui ne vivent pas que pour l'extérieur. Effectivement, il y a la double complexité, c'est qu'aujourd'hui, le premier point, c'est que le projet est piloté par un espèce de project management unit, qui n'est pas forcément non plus composé des meilleurs experts, les experts étant associés à ce project management unit. Et le deuxième aspect, c'est qu'on essaie justement, avec toute l'expertise, qu'on puisse amener l'expertise chinoise et l'expertise française, à renforcer ses capacités locales, puisqu'après, il va falloir que cet équipement il atterrisse quelque part dans le droit commun chinois. Et aujourd'hui, dans le droit commun chinois sur l'exploitation de ce genre de musée, c'est
pas clair, on construit, et effectivement on se pose la question de la programmation peut-être après, ou du fond de ce qu'on va mettre dedans. On se pose aussi souvent la question de la tarification de l'entrée dans ces équipements, ce qui c'est pas automatique. Et peut-être un des aspects qui commence déjà un peu à poindre, c'est qu'effectivement de se dire, y compris dans ce qu'on va donner à voir dans certains chantiers archéologiques, est-ce qu'on associe le public ou pas, ou est-ce qu'on les fait venir ou pas. Il y a aussi des choses à ouvrir, à dialoguer, parce que c'est pas forcément automatique, c'est pas forcément si simple. Pour une partie, j'imagine, du conseil scientifique sur la partie chinoise, il y aura sans doute des réticences, parce que c'est pas dans la culture. Or, ça reste quelque chose d'assez intéressant de pouvoir faire venir justement des chantiers écoles, ou faire venir, donner à voir ce que peuvent faire des grandes universités en partenariat sur ce site. Donc il y a un renforcement des capacités qui est important. Il y a une acculturation, on va dire une hybridation importante à faire entre ce que nous on a l'habitude et ce qu'on ferait chez nous et ce qu'on fait aussi en Chine. Et la réponse c'est un peu entre les deux, et c'est ça qui rend le projet le plus intéressant possible, en y mettant le maximum d'expertise et effectivement de savoir-faire derrière. Moi, ce que je dirais, c'est que pour rebondir sur ce que disait Vincent, c'est que finalement, c'est même pas propre qu'à Fengsheng. Mais ça, tu sais ça 1000 fois mieux que moi, Françoise. Tous les architectes, tous les urbanistes qui ont travaillé, qui ont fait du projet en Chine le savent. Moi, je l'ai découvert dès mon arrivée, puisque j'étais sur un projet pilote que je devais mettre en œuvre, où il fallait définir justement ce qu'on allait faire de ce lieu. Voilà, en Chine, on définit ce qu'on fait du lieu une fois qu'il est fait. Bon, il faut comprendre ça. Et il faut s'adapter à ça, sinon on peut pas travailler là-bas. C'est impossible, on se casse la tête, ça dure des années, voilà. Et après, on arrive à du compromis, etc. Mais c'est un fait. Florence le sait, tout le monde le sait. Voilà, c'est comme ça. L'exemple caricaturage, Architecture Studio, pour pas les nommer, qu'on livrait un superbe musée à côté de Shanghai, magnifique. Bon, au moment de l'inauguration, c'était un lycée. Voilà, c'était devenu un lycée. Ils avaient décidé de faire un lycée finalement. Voilà, dans un bâtiment tout neuf, fait pour être un musée. Bon, voilà. Donc ça, c'est une des particularités, mais je crois que c'est aussi une fois qu'on l'accepte et qu'on essaye de travailler dans cette réalité qui est extrêmement enrichissante. Et on va peut-être y venir après, mais qui est aussi un point, je pense, important. Les aspects, la coopération. Pourquoi? Mais la coopération franco-chinoise, qui est celle que je connais, n'est pas un long fleuve tranquille. C'est très compliqué, c'est difficile, ça demande beaucoup de clés de lecture, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup d'ouverture pour essayer de comprendre, beaucoup d'humilité, en se disant que notre modèle n'est pas le meilleur. Notre modèle, il est né en France, voilà, parce que dans une réalité, avec une histoire, avec des institutions, avec une géographie, avec une culture, et on peut pas le transposer en Chine. Il faut se dire qu'on peut transposer certaines choses dans un modèle qui existe et qui est très différent. Mais ce que je constate qui est quand même très intéressant, c'est qu'effectivement, en Chine, on est de plus en plus sur de la pluridisciplinarité, sur remettre en cause et essayer de progresser et de changer dans la façon de faire du projet. Et ça, c'est cette ouverture justement. Là, les temporalités qu'Antoine dit, c'est-à-dire qu'ils en sont entre guillemets seulement là au bout de 2 ans. Dans la temporalité chinoise contemporaine, ils sont hyper en retard. En Chine, on va très très vite. On devrait quasiment avoir fini le projet en 2 ans sur un projet qui dure 10 ans ou 15 ans en France. Donc le fait que ça ne soit pas abandonné et que ça se poursuive, c'est qu'ils sont prêts quand même, malgré tout, à essayer de faire différemment. Et du coup, dans ces pratiques différentes, je suis intriguée par ce comité scientifique que vous avez mis en place. Comment vous y êtes pris? Parce que c'est un autre mode de gouvernance, on peut dire. Comment il travaille avec les différents partenaires publics du projet, public ou pas public? Rapidement, puis après je laisserai Vincent compléter. Non, mais je pense que c'était encore une fois dans la manière dont le site a été, enfin la nature du site
la qualité du site, la volonté de préserver la qualité du site, la volonté d'en faire, de se dire qu'il fallait avoir cette approche territoriale pour le valoriser, le maintenir, éviter de se retrouver avec des clusters touristiques, avec la barrette de logements tous identiques et les commerces pour faire loger tous les touristes au même endroit, etc. Donc il fallait avoir ce dialogue-là. Et encore une fois, la chance qu'on a eue, c'était qu'on est encore une fois dans un site qui est, au point de vue historique, qui est vraiment remarquable et qui est très important. Donc ça a nécessité d'avoir cette barrette scientifique et technique sur la nécessité de dialogue entre les deux cultures pour pouvoir proposer les choses les plus adaptées. Encore une fois, c'est pas acquis. Il va falloir le faire vivre. On débat souvent. On commence seulement. On va avoir dans 3 semaines notre premier séminaire dans des conditions que vous pouvez imaginer compliquées parce qu'une partie des experts ne peuvent pas aller sur site en ce moment. Donc on fait du dématérialisé par conférence, mais on va faire ce premier conseil scientifique pour justement parler du fond et s'assurer qu'on se comprend bien. Et je pense que même à la fin de ce premier séminaire, on ne sera pas totalement compris, qu'il faudra revenir plusieurs fois dessus. Donc c'est encore une fois, je pense, essentiel, et c'est complété en plus avec une volonté de renforcer justement, on a 6 lots. Vous avez par lot, vous avez une trentaine d'experts. Si vous rajoutez tous les experts associés autour, vous avez pratiquement 70 à 80 experts sur 2 ans qui sont là. Donc il faut que ces gens-là soient coordonnés, il faut que ça soit structuré, il faut que les débats techniques se passent au bon niveau et que les débats scientifiques vraiment stratégiques et voire politiques se passent aussi au bon niveau. Et le conseil scientifique est là à la fois pour quelque part adouber, mais aussi pour calmer aussi d'autres velléités d'investisseurs qui sont déjà aux aguets. Mais ces enjeux-là, on les retrouve en France aussi. Enfin, c'est pas si évident que ça d'expliquer à un élu que finalement le geste d'aménagement, c'est pas ça ce qui compte, et que si à la rigueur il y avait tout simplement pas de musée, ce serait même encore mieux. Voilà, il y a des choses, enfin, que nous aussi, on apprend, on expérimente, et voilà. Pour moi, c'est pas. On a à apprendre les uns des autres, c'est sûr, mais. Non, mais concrètement, alors ça, je sais pas si ça va marcher le conseil scientifique, parce que c'est un exercice extrêmement compliqué. Du côté chinois, je pense qu'ils ont mobilisé surtout des grosses pointures au niveau provincial et national pour avoir le maximum de caution scientifique et de caution de l'administration pour leur projet, ce qui est extrêmement prudent. Puis apparemment, ils se sont très très bien débrouillés pour avoir des gens importants. Mais c'est des gens qui sont des universitaires, je dirais, pour la mise en récit muséographique d'un site archéologique, je pense qu'il y a assez peu de chances qu'il y en ait beaucoup qui aient une grosse expérience, donc ça va être assez difficile. Et ils nous ont demandé expressément de ne pas mettre de spécialistes d'histoire et d'archéologie chinoise du côté français, pas les choses, voilà, une charité bien ordonnée, mais par contre qu'on amène des gens qui ont une expérience justement de la mise en récit d'espaces archéologiques. Donc en l'occurrence, on y arrive à 4. Fabrice Denise, qui est à la tête du musée d'archéologie d'histoire de Marseille, qui est une très très belle réalisation récente de mise en récit de territoire, et dont le projet du musée maintenant est aussi d'embrasser le territoire complet de la ville. Émilie Alonso, qui dirige depuis peu le musée archéologique de Saint-Romain-en-Galles et qui vient d'être missionnée par le département du Rhône pour faire la même chose sur l'agglomération antique de Vienne. Donc pour elle, je pense qu'elle est très intéressée, parce que ça va nourrir sa pratique professionnelle, parce qu'elle arrive. Et Catherine Louboutin, donc, qui était ancienne responsable du réseau des musées territoriaux au service des musées de France, et qui, à ce titre, a suivi énormément de projets de conception ou de rénovation de musées. Mais il y a un chaînon manquant, à l'évidence. Donc on en parlera, parce que je pense que le premier séminaire qu'on va faire avec eux dans 3 semaines, je suis certain qu'on n'arrivera pas à se comprendre. Et du côté des habitants, là, je repense à un des points que soulevait Soline, puis que vous avez été abordé aussi dans les présentations des uns et des autres. Même en étant quelques jours sur place, vous avez eu l'occasion d'avoir des retours, d'avoir comment, d'une part, est-ce qu'ils ont connaissance du projet et quel type de connaissances leur est diffusé, quel type d'avis,
et de quelle manière sont-ils amenés à pouvoir s'y impliquer, ou pour le moment c'est encore trop tôt pour avoir des informations sur le sujet? Vous connaissez la réponse? Non. Non, voilà. Donc, moi, je leur ai dit que le meilleur critère de réussite du projet, c'est qu'il préserve, qu'il y ait encore des pêcheurs à la ligne. Non, parce que ça veut dire qu'on a gardé un lieu avec la sérénité d'aujourd'hui. Mais je l'ai vraiment, on a beaucoup insisté là-dessus, parce que je pense que c'est une composante du paysage qui est absolument essentielle aujourd'hui. Et on voit tout à fait ces petits dessins de pêcheurs à la ligne qu'on peut trouver beaucoup dans l'iconographie chinoise. Ils sont là, quoi, en vrai, hein, en chair et en os. J'ai compris que la première chose qu'on faisait, que l'autorité suprême, qui en l'occurrence le secrétaire du parti, se méfiait comme de la peste des communautés villageoises. Et que la première chose qu'on essayait de faire, c'est de les pousser pour avoir les mains libres. Alors que là, je pense, comme la ville elle-même, il n'y a pas de ruines, c'est une ville de bois, de terre et de bois, donc à part les chantiers de fouilles en train de se faire, il y aura très très peu de choses à montrer. Et ça, moi je m'inquiète un petit peu. Finalement, ce qui sera l'essentiel de l'offre, c'est une composante essentielle de l'offre, ce sont ces paysages, ces villages de jardiniers qui sont au-dessus, avec des choses extrêmement intéressantes, et qu'on peut connecter avec le discours archéologique, parce qu'on est dans une continuité de techniques agraires et même de continuité sociologique qui est extrêmement intéressante depuis 2000 ans. Donc c'est tout à fait connectable à cela, mais on n'a pas encore gagné. Je rajoute effectivement, c'est un point important ce que dit Vincent, c'est que effectivement, encore une fois dans ce dialogue, on souhaite avoir le territoire, un projet territorialisé le plus habité possible en préservant les villages existants. On peut le voir sur ce master plan là, qui est là. Vous comprenez que le combat va être difficile. Mais effectivement, dans le dialogue qu'on peut avoir aujourd'hui avec les autorités, il faudra intégrer dans ce master plan le nouveau projet tel qu'il est. Et après, encore une fois, dans cette stratégie touristique qui souhaite être développée, c'est aussi de développer des sites complémentaires à celui qui va être celui de Fengshang, que ce soit autour des tombeaux, le tombeau de l'empereur ou des sites de prière qui sont un peu autour. L'idée, c'est bien de réussir à préserver l'authenticité, la qualité des paysages avec les villages et avec les habitants, voire même, si c'est possible, encore une fois, et ce qui est demandé dans le projet AFD, d'associer les habitants à certains choix d'aménagement. C'est là où votre première question qui portait sur les valeurs et l'importance des valeurs et de la singularité d'un site et de ce travail en fait que nous on effectue parfois au fil de l'eau, mais enfin qu'on essaye de faire avant de démarrer un projet, même en dehors d'un geste architectural particulier ou d'une mise en valeur, est essentiel, parce que derrière, ça reste un guide de l'action. Si on a pu documenter ce qui fait la valeur paysagère du lieu, et que ce sont bien les pêcheurs à la ligne et la tranquillité du site, ça peut rester une ligne directrice et un fil rouge. Mais ça me paraît peut-être un des enseignements incontournables de la méthode des grands sites de France. Et du coup, une question un peu perverse me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a des mauvaises expériences dans les grands sites de France qui seraient intéressants d'avoir en mémoire et qui auraient pu justement basculer pour devenir un bon exemple, ou au contraire un exemple à bannir? Oui. En règle générale, si on est un grand site de France, c'est que justement, on n'a pas basculé du mauvais côté. Par contre, souvent, en fait, c'est pas un projet, j'allais dire, déviant ou d'hypertourisme qui va générer un grand site de France, ou une démarche grand site de France, pas un grand site de France, mais bien soit la prise de conscience des méfaits d'un hypertourisme difficile à gérer. Et d'ailleurs, ça a été, j'ai interrogé Rachel Pelletier du Pont du Gard pour savoir qu'est-ce qui lui avait semblé intéresser la délégation chinoise qui était venue au Pont du Gard. Et c'était la manière dont, elle, ce qu'elle en a pressenti, dont l'aménagement du site avait été conçu pour insensiblement guider les visiteurs d'un endroit à un autre et les diffuser sur un territoire assez vaste.
Et c'était ça qui avait intéressé. Mais non, on est par principe soit dans une réaction face à un risque, enfin face à une oppression non gérée, soit face plutôt à des risques de type grande infrastructure. Beaucoup de grands sites sont nés de combats contre des projets d'installation de centrales nucléaires, de lignes à haute tension, de carrières au large, etc. C'est souvent plutôt ça le ferment de l'action. Voilà. Je ne sais pas si, quand ils sont passés au Pont du Gard, quelqu'un a eu l'occasion de leur raconter l'aménagement avorté du Pont du Gard dans les années 90, mais je crois que c'est justement un très bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, on a quand même le contre-exemple avec ce magnifique aménagement du site qui a été pensé avec et pour, en premier lieu, les habitants. Tandis que le premier était quand même clairement 100% pour le touriste et avec des habitants qui se sentaient dépossédés, mais qui amène aussi, et c'est ce sur quoi je voulais, qui est aussi parfois instrumentalisé, puisque bon, ça pourrait faire l'objet, et ça fait l'objet de nombreuses tables rondes dans le monde entier, la question de la concertation, mais ça a toujours le biais de qui participe à cette concertation, les jeux d'acteurs locaux qui existent, en France comme en Chine. Pour revenir sur cet exemple du Pont du Gard, il y avait aussi quand même un certain nombre de personnes qui, à l'époque, instrumentalisaient à des fins personnelles, politiques, l'opposition au projet d'aménagement. Et je crois que c'est ce qui est vraiment... pour ça que je repars de Chine au bout de 4 ans avec une idée... vraiment, enfin, j'ai pas d'idée et d'arrêter, et je reste très sceptique sur les questions de concertation en Chine, parce qu'elle existe, indéniablement, et ils n'ont pas attendu les ODD pour le faire. Ça fait longtemps qu'elle existe, dans le cadre de ce qu'a développé le Parti communiste, de la concertation avec le peuple, des formes de contestation et de concertation, elles existent. Mais elles sont sous des formes assez hybrides par rapport à celles qui sont admises dans les standards internationaux aujourd'hui. Et puis, surtout, encore une fois, le jeu d'acteurs locaux et le système politique vraiment chinois, même pour les grands spécialistes de la politique chinoise, ont quelque chose d'extrêmement trouble, qu'il est très difficile de comprendre de l'extérieur. Et du coup, quand on se retrouve sur n'importe quel projet en Chine, bon, il y a de la concertation, mais on ne sait pas. On ne comprend pas qui est qui exactement, quel est le jeu d'acteurs. Un certain nombre de personnes n'osent pas parler. Un certain nombre de personnes parlent. Et du coup, leurs idées, que ce soit pour des raisons scientifiques ou des raisons politiques, s'imposent à tout le monde. Et donc la concertation a eu lieu. Donc je pense que la concertation, elle doit plus être, à mon avis, si on y accorde de l'attention, elle doit plus être jugée sur des exemples, des indicateurs objectifs, comme le disait Vincent, que par exemple, est-ce qu'à la fin du projet, il y aura ces pêcheurs au bord du lac, est-ce qu'il y aura... C'est-à-dire que nous, on peut sentir quel est l'usage du site, plus que sur tous les processus qui auront lieu, qui seront, à mon avis, qui sera difficile d'évaluer la justesse. Du coup, je partage tout à fait cette analyse d'arriver à ne pas garder les mêmes indicateurs, parce que ça nous amène effectivement dans le mur de l'incompréhension, alors que ce dont vous parlez les uns et les autres, c'est comment arriver à se construire une vision partagée, que ce soit comité scientifique, autorité locale et les habitants, autorité locale et autorité nationale. Est-ce que là-dessus, vous avez un peu des anecdotes ou des retours que vous avez envie de partager ou d'illustrer pour montrer cette difficulté justement de cette compréhension, ou au contraire, quels sont les atouts nécessaires pour arriver à se créer des bases de compréhension communes? Par rapport à ce que je disais à l'instant, un exemple très concret, j'ai mis en œuvre un projet pilote de réhabilitation sobre en carbone d'une maison traditionnelle dans le vieux Pékin. L'idée était de prendre
une maison assez banale, dans le tissu urbain historique, dans un hutong traditionnel qui est pas très, qui est très peu visité, enfin qui est pas visité du tout d'ailleurs, et où il y a une vie encore assez authentique, avec les guillemets qui s'imposent quand on utilise ce terme, qui est qui est à Baitasse, pour ceux qui connaissent Pékin. Et donc c'était une maison qui a vraiment pas beaucoup de valeur, mais bon, qui est une maison qui est construite traditionnellement. C'est du patrimoine vernaculaire, voilà, dans un tissu ancien. Et donc, bon, l'idée, c'était de faire une opération pilote avec à la fois la meilleure équilibre à trouver entre création architecturale contemporaine et préservation de la valeur patrimoniale, et restauration dans les règles de l'art, / efficacité énergétique, empreinte carbone minimale, etc. Voilà, c'était vraiment une opération pilote qui était très intéressante à mener. Bon, il y a eu un résultat qui est plutôt satisfaisant pour tout le monde, et qui a un certain nombre de parties avec de l'architecture contemporaine, avec notamment l'emploi de matériaux contemporains type CLT. Eh ben, on a fait un séminaire avec toutes les parties prenantes, l'Institut de planification urbaine, département patrimoine de la ville de Pékin, le promoteur, l'ambassade, les experts, l'architecte, etc., avec plein de gens intéressés de tous les hutongs, des gens qui interviennent sur le patrimoine dans les hutongs. Il y avait beaucoup d'échanges, c'était très dynamique, des échanges de points de vue, des exemples qui étaient montrés de projets similaires, et puis tout d'un coup, il y a un vieux monsieur de 75 ou 80 ans qui est intervenu, qui a parlé avec beaucoup de virulence et de façon assez passionnée pendant un quart d'heure en chinois. Donc moi j'ai perçu ce que je pouvais percevoir, puis on me chuchotait à l'oreille ce que je comprenais pas. Et en fait, à partir de là, si vous voulez, il a clos complètement le débat. Tout le monde s'est tu, et tout le monde avait peur après de parler en fait de ça, parce qu'en gros, ce qu'il avait dit en substance, c'était que c'était une hérésie et que le patrimoine, il fallait le refaire à l'identique. Même, enfin, en fait, il nous a fait du violer-le-duc, quoi. Et donc, ça s'est imposé à tout le monde. Et après, on s'est rendu compte que dans le quartier de Baitasse, moi j'ai reçu un coup de téléphone 2 semaines après, ils m'ont dit, écoutez, l'entrée, elle est trop contemporaine, finalement, on va la détruire, et on va construire une porte années 30, avec des briques, voilà, parce qu'on va refaire toute la rue identique années 30, alors qu'il n'y a jamais eu, il y avait un édifice années 20, un édifice années 50, etc., quoi. Donc c'est un exemple pour dire que dans des processus de concertation des fois, parce qu'on était vraiment là-dedans dans l'échange d'expériences de concertation, qu'il peut y avoir des sommités locales scientifiques qui s'imposent, qui imposent du coup un point de vue qui est totalement arbitraire. C'est une anecdote, on peut parler d'une anecdote. Ça dit des choses. C'est intéressant, moi, elle me fait écho à une autre, dans le sens inverse, où on avait dans cette province du Shanxi, l'université de Pékin qui avait été mobilisée pour travailler sur toutes les infrastructures autoroutières, et découvrant la région, il s'était dit, mais cette région recèle des merveilles absolues dans les villages, il faut absolument sensibiliser et faire quelque chose, faire un colloque, etc. Donc l'interlocuteur que j'avais à Pékin me dit, comment faire? Je dis, écoute, commençons par nous construire déjà des bases d'échange, quelle est la situation, quelles sont les attentes, et à partir de là, est-ce qu'il y a des points communs sur lesquels on peut travailler? Très bien, le responsable de cette partie de la province dit, on finance tout. Et bien évidemment, on est prêt à inviter également des experts chinois. Très bien. C'est une première, on arrivait à réunir des universitaires qui en général ne s'entendent pas. Mais le fait d'être étranger nous donnait cette possibilité, ce qui était extrêmement intéressant. Et puis on commence par les visites de sites, c'est-à-dire comprendre au moins de quoi il en retourne et sur quoi on allait réfléchir, sachant que les autres journées étaient consacrées aux exposés des uns et des autres. Et puis, dès la première après-midi d'échange, un des experts chinois annonce au préfet que de toute façon, la région dans laquelle il est et son projet de voir ça classé au patrimoine mondial ne pourra pas se faire le temps de son mandat. Il avait la réponse qu'il souhaitait. Donc pour lui, le séminaire pouvait se dérouler, mais en tout cas, lui, il avait autre chose à faire.
Donc il était allé annoncer à 10 h du soir aux organisateurs de l'université de Pékin qu'il se retirait du colloque. Et les organisateurs de nous dire à minuit, que fait-on? Alors on leur dit deux possibilités, puisqu'on est là, on peut continuer les travaux et en tirer un rapport et diffuser, ou on peut aussi arrêter là, c'est vous qui nous dites. Bon, ils étaient assez maris quand même, les universitaires de Pékin, parce que c'était l'aboutissement d'un processus qui avait été déjà assez long. Partir des transports pour arriver au patrimoine local, monter un séminaire, faire venir des gens de l'étranger et des autres provinces, ça ne se fait pas en 3 semaines. Et puis le lendemain matin, on les retrouve tous extrêmement contents et souriants au petit déjeuner. On se demande ce qui s'est passé. Et ils nous disent, écoutez, voilà, en fait, tout le personnel, tous les services techniques sont là. Donc on continue le colloque. Certes, le patron n'est pas là, mais nous, on continue. Bon, ok, on continue. Et brutalement, on a compris qu'en fait, il y avait une très très forte demande des services techniques pour entendre ce qui se faisait ailleurs, pour avoir des idées d'autres méthodologies. Et puis, on a vu apparaître aussi des personnes qui ont, parce qu'on était là, je pense, pris la parole de manière extrêmement offensive. Alors, pas dans le même sens. Il s'agissait de représentants des associations locales d'historiens et qui ont commencé à dire tout le mal qu'ils pensaient des opérations qui avaient été menées précédemment par les autorités locales, en disant, voilà, là on a reconstruit tel pastiche, c'est absolument pas ça, ça ne correspond pas à ce que l'on veut voir, et qui en fait tenaient depuis ce rôle de vigie et de vigile, et profitaient de notre venue pour pouvoir afficher leur point de vue. Alors, ensuite, que s'est-il passé? On n'a pas été associé à d'autres projets qui ont pu se mettre en place. Et pour cause, puisqu'on est sous des mandats, de même que Soline, tu faisais le rapport avec les situations en France, on a des mandats qui sont de 4 ou 5 ans en Chine. Une fois que quelqu'un a fini son mandat, il ne va pas se préoccuper de ce qui peut se faire dans ce travail à long terme que vous évoquez depuis le début. Vous dites, voilà, on a déjà pris du retard par rapport à ce qui se fait d'habitude, néanmoins il y a cette volonté. Donc, même si on n'est pas sous le même type de régime politique, on est néanmoins avec le même type d'arbitrage par mandat des personnalités qui le dirigent. Donc je trouve que c'est aussi à travers ces anecdotes qu'on voit qu'est-ce qui peut bouger, quels sont les signaux faibles et quels sont les signaux forts de changement. Et je trouve que votre manière de travailler avec la gouvernance locale est assez nouvelle. Enfin, moi, je suis très intéressée d'entendre ce conseil scientifique qui se fait de manière mixte, qui se construit, et cette manière aussi de se dire, on commence par mettre en avant le cadre, et de toute façon, dans 4 ou 5 ans, on aura d'autres personnes qui seront à même aussi d'être formées sur ces sujets et qui nous amèneront à pouvoir définir comment on passe, pour reprendre ton image, Mathieu, de ce qui était un musée, ça devient une école, ça devient un lycée. On est aussi dans un pays où la réversibilité d'usage des lieux est quelque chose qui est complètement inscrit dans l'architecture traditionnelle, par exemple. Donc c'est pas un non-sens d'envisager cette réadaptation et cette réversibilité. Donc j'ai à vous écouter aussi cette idée que de deux choses. D'une part, qu'on a beaucoup à apprendre de ces expériences. Donc c'est qu'est-ce que vous trouvez important que l'on puisse apprendre. Et puis une autre chose, c'est aussi comment on peut construire une stratégie. On voit une stratégie franco-française ou française et européenne, où on voit qu'on est face à une population qui est très stratège, en fait, dans sa manière de mettre en place une planification, mais qui ne sera pas nécessairement suivie, de mettre en place des cadres. Comment
comment vous percevez ces apports? Qu'est-ce qui vous semblerait intéressant à retenir? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la coopération peut nous apprendre, que ce soit quand on est questionné en accueillant des délégations, que ce soit quand on est questionné pour mettre en place des appels d'offres et puis piloter les projets, que ce soit dans la pratique, justement. Et qu'est-ce que nous, on peut en retirer en termes de stratégie? Est-ce qu'on est à même de mettre en place des stratégies? J'aurais été ravie d'avoir une architecte de l'association des architectes des bâtiments de France, parce que c'est pas si commun d'associer autant de professions en même temps, mais bon, c'est pas le cas pour cette fois-ci, on tâchera de le refaire. Et comme de toute façon, nous sommes sur écoute, beaucoup pourront vous réentendre ou vous entendre sur la captation. Bon, je dirais simplement que bon, d'abord, ce que peut nous apprendre tout ça, je pense que moi j'ai dû accueillir, je sais pas, une centaine d'experts en 4 ans. J'en ai pas vu un seul repartir déçu. Voilà, dans des domaines très variés. Je pense que la coopération, d'une façon générale, c'est pas propre à la Chine, hein, c'est quand même extrêmement enrichissant. Se confronter à l'autre, à l'altérité, découvrir d'autres façons de voir les choses, etc. Mais en Chine, c'est particulièrement fort, je crois, parce que la différence, elle est très importante. Et en même temps, il y a énormément de similitudes. On en a parlé, Soline le disait tout à l'heure. On a des réalités avec les élus, avec c'est très administratif, le cloisonnement entre les ministères. Il y a beaucoup de points communs, donc on n'est pas complètement perdu non plus. On a le pire là-bas aussi. Et donc voilà. Donc je pense que d'une façon générale, c'est extrêmement passionnant de se confronter à une autre réalité, et particulièrement la réalité chinoise. Le deuxième élément, c'est les aspects numériques. On n'en a pas du tout parlé ce soir parce que c'est pas le sujet, mais quand même, d'une façon générale, sur des sujets, sur le tourisme, sur le patrimoine, ils sont quand même vraiment férus de. C'est pas une caricature, hein, vas-y, une sens large sur le numérique, et très en avance dans beaucoup de domaines numériques. Et donc les gens repartent souvent aussi avec des idées. Et des sources d'inspiration pour leur. Donner des exemples. Des exemples. Par exemple, oui, je me souviens que on avait fait une mission patrimoine réalité augmentée en 2016. Bon, on avait des super, on n'est quand même pas mauvais. On avait des très belles startups qui étaient venues. Ils avaient 5 ans de retard en fait, quoi. Donc, ils présentaient des choses que finalement, voilà, les Chinois avaient déjà développé depuis très longtemps et ils étaient bien plus en demande. Mais en revanche, ils étaient extrêmement intéressés par un aspect qu'on n'avait pas identifié, qui était l'avance qu'on a, nous, sur le numérique appliqué à la conservation du patrimoine. Donc pas sur l'aspect valorisation, mais plutôt sur l'aspect conservation. Mais en réalité augmentée, immersion, etc., ils sont très très forts. Non, mais sur un exemple concret, oui, par exemple, sur la gestion durable des sites, ils ont des applications qui permettent de faire de la gestion des flux en temps réel, c'est-à-dire qu'on a une application numérique de visite de site, et l'application vous propose, en fonction de si vous avez envie de voir tel tombeau, vous faites votre choix avant de rentrer dans le site, vous voulez voir tel tombeau, tel lac, etc. Il vous calcule votre itinéraire en fonction de la présence en instantané via le bornage, hein, en fait, des téléphones, l'endroit où il faut passer pour permettre en fait une gestion des flux beaucoup plus fluide que si tout le monde empruntait le même parcours. Voilà, ça c'est des choses qui sont très développées en fait en Chine, et c'est quand même intéressant. Je crois pas que ce soit trop le cas encore ici. Donc voilà, donc ça c'était sur le premier élément, sur les choses que peuvent nous apprendre. Et sur la stratégie, je dirais que globalement il y a des choses qui se mettent quand même en place à l'ambassade, j'en parlais, l'équipe France, hein, il y a de la cohésion, de la cohérence dans ce qui est fait avec tous les opérateurs, et en premier chef l'AFD, mais pas seulement. Et l'ambassade est là aussi pour d'abord, et c'est pour ça que ça fonctionne mieux des fois, arriver à fédérer les gens des différents ministères ou des différents opérateurs au sein d'une même équipe.
pour intervenir ensemble sur un projet en Chine. Et deuxièmement, orienter, et je pense qu'une des clés des stratégies à mettre en œuvre, c'est quand même vraiment de bien réaliser qu'on est sur un pays, j'en parlais tout à l'heure, exceptionnel dans sa dimension. Il fait 2,5 fois la taille de l'Europe. C'est 25%, quasi 20% de la population mondiale. On peut pas être partout. Donc il faut pas aller partout. Il faut se concentrer là où on a déjà des points d'ancrage très forts. Ça peut être des Chinois qui ont un lien avec la France. Ça peut être la présence d'une alliance française. Ça peut être la présence déjà d'un tissu économique des entreprises françaises, un consulat, voilà. En tout cas, je pense que vraiment c'est très important de cibler. Et si vous êtes amené à avoir des sollicitations de la part de porteurs de projets chinois aussi, de bien vous renseigner sur la présence française dans ces endroits-là, parce que c'est important de jouer groupé. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, parce qu'on peut pas être partout. Donc je pense que le premier critère, s'il devait y avoir sur une stratégie, elle serait géographique. Moi, si je peux abonder là-dessus, on a accueilli plusieurs délégations, peut-être une demi-douzaine de délégations chinoises au siège du réseau. Il y a eu cette délégation autour du projet de Fengxiang qui est venue sur 3 sites membres du réseau. Mais on aurait pu en accueillir beaucoup plus. On est très sollicité de toutes parts et parfois nos membres sont sollicités en direct et il faut quand même constater qu'il y a à la fois une barrière de la langue, une barrière d'un référentiel culturel qui malgré tout est quand même pas le même, une difficulté à échanger sur du court temps, qui fait que on a besoin, pour qu'elle soit constructive et intéressante, d'inscrire les coopérations encore plus dans la durée que d'autres coopérations internationales qu'on pourrait avoir, qui se nouent quand même plus facilement et où il y a moins d'obstacles à surmonter pour se comprendre vraiment. Et en ce sens, le filtre que peuvent nous apporter aussi bien l'AFD que l'ambassade de France est essentiel. Et nous, très clairement, on ne répond qu'à des demandes qui passeraient par l'un de ces 2 canaux et pas autre chose, parce qu'on ne pourrait pas, on pourrait très très vite à la fois être submergé et en même temps inopérant. Voilà. Vincent, Antoine, sur ce côté stratégie et qu'est-ce que la coopération nous apprend? Vous avez envie de réagir ou C'est très distrayant. Là, je suis dans une campagne profonde de Bourgogne. Ça change de la routine du métier. Là, effectivement, les questions. Je ne sais pas du tout si ce projet me permettra de le faire, mais ce qui m'intéresse effectivement, notamment en compétences techniques chinoises qu'on pourrait leur piquer, c'est tout ce qui relève de l'intelligence artificielle, sur lequel effectivement ils sont à des années-lumière devant nous. J'aimerais bien savoir si dans le domaine du patrimoine, ils ont déjà fait des choses intéressantes. En tout cas pour l'archéologie, qui brasse des données très très nombreuses, il y a une matière énorme et ça, je vais voir. Non, mais plus globalement, on a l'habitude de dire, c'est qu'on a toujours peur de se faire piquer nos technologies par les Chinois. Là, c'est la position inverse, c'est-à-dire que je pense qu'on est assez convaincu qu'on a une approche des politiques patrimoniales en France qui est singulière et qui tient la route, et plus ils piqueront, mieux on se portera. Non, mais c'est pour ça qu'on y va, quoi. Je veux dire que ça vaut le coup d'essayer. Il n'y a rien à perdre. On a vu la barre et il y a quand même un nombre de difficultés à passer qui sont extrêmement importantes. Mais bon, on aura peut-être 10% de ce qu'on espérait avoir, mais on sait que leur capacité à s'approprier la nouveauté est tellement stupéfiante que peut-être que ce 10% on n'aura pas perdu notre temps, quoi. Voilà. Non, effectivement, moi plutôt une réflexion personnelle, ça fait plusieurs années que je suis des projets où j'accompagne le développement de projets en Chine, et effectivement, en plus sur ces questions de patrimoine où le temps est long, où ça a besoin de sédimenter, où on parle de générations, de siècles, de millénaires, le fait que ces projets soient surtout associés aussi à du développement économique et touristique renforce la difficulté à la fois être dans un dialogue de stratégie long terme, alors que effectivement nos interlocuteurs sont des
serviteurs de l'État ou pour lesquels l'amour dure 3 ans dans leur poste et que ça doit s'incarner par des résultats probants, sonnants et trébuchants. Et donc, quand on est sur ce genre de site et qu'on leur parle de stratégie, de partage, etc., il faut que de l'autre côté, nous, on soit en capacité de répondre très vite en ordre groupé. Et c'est peut-être aussi un peu une spécificité française, pour le coup, d'intervenir dans des pays à l'international en ordre dispersé. Alors qu'il y a besoin parfois d'afficher de la lisibilité aux contreparties qu'on peut avoir, ou simplement à nos clients ou sur des territoires qui restent encore très, très vastes, encore une fois, c'est vrai, et très complexes. Donc, question de dualité temporelle, manière dont on approche ces territoires et ces projets, mais aussi de dualité entre des interlocuteurs qui effectivement veulent voir des choses qui peuvent appliquer tout de suite, qui sont innovantes, qui marquent et qui surtout sont importantes en termes de décaissement. Versus nous, une vraie compétence, un vrai savoir-faire sur tous les métiers un peu soft en amont, mais aussi sur les questions techniques, sur lesquelles on a encore un peu du mal à s'organiser. Est-ce que, je vous donne la parole, est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision sur un point ou un autre Vous les avez sidérés. J'ai vu Liuning qui est architecte et qui est entre la France et la Chine. Merci Françoise. Ce soir, c'est un débat extrêmement intéressant. Donc, l'année dernière, j'ai eu la chance de rendre visite à Vincent dans son centre de Bipract et on a été impressionnés par la complétitude, en fait, par cette vision globale et la mise en valeur à la fois patrimoniale et environnementale du site. Pour avoir fait mon éducation en Chine après avoir étudié en France, je trouve que cet angle est extrêmement précieux pour la Chine et pour son développement actuel. C'est-à-dire on ne peut pas faire une prédation du patrimoine pour raisons touristiques, économiques, mais faire des projets soutenables. Donc ma question aux experts qui sont présents, c'est que depuis l'année dernière, beaucoup de choses sont changées aussi avec les événements qui nous ont tous surpris. Pour ma part, j'ai été à Wuhan au mois de décembre, je suis retournée récemment. Ma question, c'est qu'est-ce qui changerait pour vous après le temps qu'on est en train de vivre aujourd'hui par rapport à l'approche du patrimoine? Qu'est-ce qui changerait ou pas dans la conduite de la coopération? Donc, je sais que vous avez un défi énorme devant vous. Le conseil scientifique est un défi. Comment vous avez prévu les choses? Moi, je répondrai peut-être pas sur la partie patrimoine, mais je vais me contenter de la partie coopération. L'avenir le dira, mais il est indéniable que les formats de coopération vont changer, vont évoluer. Aussi, de toute façon, pour répondre à un certain nombre aujourd'hui d'exigences qui sont de plus en plus fortes des gens qui interviennent. Là, on est en train quand même de parler beaucoup d'environnement aussi ce soir. Les missions d'expertise ont une empreinte carbone, à l'autre bout de la planète, ont une empreinte carbone extrêmement forte. C'est des questions qui, de toute façon, émergeaient, que moi j'ai vu m'émerger et surtout se développer de façon extrêmement rapide, avec de plus en plus d'experts qui ne voulaient plus venir en Chine pour des questions environnementales, qui ne voulaient plus venir sur des missions de 4 jours, une semaine, 10 jours.
Donc je pense que les formats aussi vont évoluer à ce niveau-là. Je pense qu'on va être davantage, il y a des réflexions en cours au niveau de l'ambassade, du ministère des Affaires étrangères aussi, sur davantage de soutien financier aux missions sur du temps moyen, c'est-à-dire en résidence, enfin en résidence aussi pour l'expert, hein, pour ceux qui le pourront. Pourquoi pas notamment sur des gens qui sont en post-doctorat, sur des publics forcément experts un peu différents, avec des formats hybrides numériques présentiels, mais la possibilité de rester plusieurs mois sur place, qui sera peut-être aussi positif, hein, parce qu'en quelques jours, on comprend des choses, mais pas beaucoup moins qu'en restant 3-4 mois sur place, et en vivant, par exemple, à Fengxian. Donc je pense qu'on va voir de plus en plus ce genre de choses se développer, avec évidemment beaucoup de réunions qui vont se tenir via les outils numériques type voilà que tout le monde connaît, que tout le monde a pratiqué de façon démesurée au cours des 6 derniers mois, et dont on n'a plus envie d'entendre parler, mais malheureusement je crois que ça va être de plus en plus courant sur des formats type réunion de comité, ce genre de choses, quoi. Voilà, c'est que d'un pronostic, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a quand même quelques indicateurs qui laissent penser qu'on va quand même de plus en plus vers ça. Je ne vais pas répondre, mais je vais retourner la question. Bon, on a bien vu là, ces derniers mois, cet été, une nouvelle forme de tourisme qui sont mises en place chez nous, et plein de questionnements nouveaux au niveau national. Et puis ça nous va bien, parce que en fait, les interrogations que se posent nos concitoyens, je pense qu'on est capable, dans ces sites de tourisme diffus, ces pratiques de tourisme diffus dans lesquelles nous, on est engagé avec les grands sites depuis 20 ans, on a déjà 20 ans d'avance sur ce sujet-là. Donc ça nous plaît bien. Et par contre, toi, tu viens de passer quelques mois en Chine. Est-ce qu'on observe le même changement d'esprit en Chine, en ce moment? C'était à la fin de cet été? Comme vous avez dit, il y a une continuité. En fait, la Chine est un pays complexe. C'est de la continuité et de la rupture. Nous avons séjourné plus de 6 mois en Chine parce qu'on a été bloqué là-bas. Et on a eu la chance aussi de décrocher des nouveaux projets. Et ce que tu dis en termes de tourisme, ce qui change en Chine, c'est avec l'arrêt des vols internationaux, il y a un développement de tourisme local, régional, très fort en Chine. Les touristes de la classe moyenne qui ont l'habitude d'aller au Bali ou dans les Seychelles pour leurs vacances redécouvrent le pays. Donc, je vois sur les réseaux sociaux, donc, ils s'orientent justement vers les grands sites qui sont éloignés, peu connus du public, et je pense que c'est un énorme potentiel pour revaloriser le patrimoine dans toutes ces régions-là, mais c'est aussi un risque, c'est-à-dire la prédation économique. J'ai vu les deux. Si tu veux, Vincent, j'ai vu les deux. J'ai vu qu'une nouvelle forme de tourisme est en train d'arriver dans des sites peu connus, mais qui ont une très très forte valeur historique et archéologique. Mais j'ai vu aussi qu'une prédation croissante, très rapide, de développeurs, investisseurs, qui vont s'accaparer de ces sites pour en faire des sites touristiques de masse tourisme et qui vont de fait détruire le paysage et tout le système environnemental autour. Et je crois que là, on va vivre une époque charnière où il faut vraiment y aller à fond en Chine pour trouver un modèle ou plusieurs modèles de développement touristique soutenable. Je vois que dans la salle, il y a justement plusieurs personnes chinoises. Est-ce que d'autres témoignages sur cette question posée par Liuning ou... Je ne trompe pas dans les micros. Je vais apprendre à jongler. Non, qui a envie d'apporter son point de vue? Non? Bon, je disais les personnalités chinoises. Tenez. Bon, je vous reprends le chiffon, moi. Comment dire, je suis en train de digérer plutôt cette soirée parce que c'est très riche en informations, donc je n'ai pas vraiment des questions. Mais par contre, je veux répéter ce que vient de dire Yomi
sur combien votre travail est très précieux pour les Chinois, parce que c'est justement ce genre de perspective qui manque en Chine. Et en tant que chinoise, voilà, j'apprécie beaucoup votre effort, parce que c'est très important pour la population locale, et que c'est vrai qu'en tant que Chinois et en tant que touriste en Chine, qu'on voit souvent des sites banalisants, des sites historiques banalisants et tout ça. Donc, voilà, je vous remercie pour votre travail. Et même si parfois c'est difficile d'aborder avoir des apports pour voir des résultats très concrets, parce que c'est toujours difficile d'avancer le travail sur le terrain. Mais voilà, bon, parce que c'est mon première fois de venir à ce rendez-vous, donc je suis très contente de savoir qu'il y a ce genre de coopération entre la France et la Chine. Mais merci, juste pour... c'est pas un interrogatoire, vous êtes ici dans quel cadre? Je suis une étudiante en master patrimoine et musée, donc, mais par contre, je ne suis pas spécialiste dans les questions d'architecture ou d'urbanisme ou d'aménagement de sites, mais quand même, c'est très intéressant. Merci. Alors juste peut-être pour réagir, je voudrais quand même préciser pour ceux qui connaissent pas, s'il y en a, je sais pas du tout, en fait je sais pas du tout qui connaît quoi de la Chine, mais en tout cas pour ceux qui ne connaisseraient pas beaucoup, qui n'y êtes jamais allé, il faut quand même avoir un élément en tête qui est très particulier par rapport sur les questions touristiques par rapport à la France, c'est que globalement, l'immense majorité de la population voyage au même moment, c'est-à-dire 3 fois dans l'année. Voilà, la semaine actuelle d'ailleurs, là, ça commence, je crois, la semaine du 1er octobre, la fête nationale, avec les jours qui sont donnés à tout le monde le même jour, le nouvel an chinois et au moment des bateaux dragons, surtout en juin. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur 3 moments, et là, on a une hyper concentration en gros, je crois qu'au nouvel an chinois, on est sur 800 millions de personnes qui voyagent en une semaine, aux 4 coins de la Chine, et donc qui sont hyper concentrés sur ces sites, qui, moi, j'avais la chance et l'immense chance de pouvoir voyager hors de ces moments-là, puisque j'étais pas sur un contrat de droit chinois, qui sont quand même relativement vides les 45 autres ou 48 autres semaines de l'année. Donc voilà, ça c'est quand même une spécificité où il va falloir à un moment donné voilà, pour la gestion des flux, on pourra inventer toutes les meilleures techniques qui existent au monde, il va falloir un peu libéraliser un peu les vacances parce que on va pas s'en sortir. Et puis c'est une spécificité qui pousse à l'hyper-aménagement à un moment ponctuel de l'année et du coup laisse des sites sous-aménagés le reste du temps. Moi, je vois, c'est justement un des combats quotidiens qu'on peut avoir, c'est d'expliquer qu'il ne faut jamais aménager par rapport à une période de pic. Mais s'il n'y a qu'une période de pic, on n'a pas et puis rien, on n'a pas tellement le choix. Et effectivement, aujourd'hui, pour nous, la crise valide complètement notre approche touristique, de microtourisme, d'expériences extrêmement fines, de se tourner de plus en plus vers un public local. Donc ça valide cette expérience. Ça valide et ça nous demande quand même, y compris en France, de la réinventer. Puisque malgré tout, on a quand même travaillé sur des flux internationaux de manière historique. Donc nous aussi, on est face à une nécessité de se réinventer. Et peut-être qu'on a là aussi des choses à partager. Mais je pense à un deuxième phénomène qui me frappe, c'est qu'à l'échelle de la Chine, même si on est un touriste chinois, on reste il y a une telle variété de sites et si peu de temps de vacances, on peut être dans une prospective de tourisme international, y compris à l'intérieur du pays. Cette idée d'être dans une collecte d'expériences de très courte durée, un petit peu superficielle, parce que finalement elle va pas être renouvelée, qu'on n'aura pas l'occasion de revenir. Ça, c'est un paradigme fondamental. Si on n'agit pas sur ce fondamental-là, on est quand même un peu au pied du mur.
Les choses changent hein, quand même, mais là vous me contredirez parce que je suis vraiment désolé de parler de la Chine alors que je ne suis pas sinologue, mais de ce que je comprends quand même actuellement, c'est que il est possible de prendre des vacances, des congés non payés, et donc dans le secteur privé, ça se développe énormément. Les millennials, voilà, donc les jeunes 20-30 ans en couple, beaucoup adorent voyager et prennent très régulièrement des jours, une semaine, 3 jours, pour aller vivre du tourisme expérientiel, vraiment, l'authenticité. Et encore une fois, dans un pays peuplé par 1,4 milliard de personnes, on est tout de suite sur des dizaines de millions de personnes, et donc ça provoque quand même voilà, de la présence sur les sites, mais qui n'a rien à voir avec les classes populaires qui, entre guillemets, qui partent toutes dans ces 3 semaines de l'année sur les sites. Vous répondez aux questions avant même qu'elles arrivent, c'est incroyable. Quelle question? Là m'a dit non, je crois qu'ils sont en train d'y répondre, donc je ne vois pas de l'autre côté. Parmi ceux qui sont restés un peu longtemps en Chine, Hugues, tu as envie de partager? Bonjour, merci beaucoup pour cette discussion. J'ai une question importante pour moi personnellement, parce que je finis mes études d'architecture là depuis une semaine. Et entre mes 2 années de master, j'avais passé 6 mois dans le Fujian à travailler sur des questions de patrimoine et des questions d'écologie. Et de ce que j'ai vécu, les deux rentrent en contradiction assez vite. Pas dans la théorie, parce qu'il y a l'idée que j'ai apprise en Chine que pour une raison ou pour une autre, le modèle ancien était plus en accord avec la nature que le modèle contemporain. C'est plus le cas aujourd'hui donc, et c'est plus non plus le cas quand on reconstruit des bâtiments, des villages ou des centres-villes. Est-ce que je peux avoir votre avis sur cette question, du coup, de confrontation entre du patrimoine écologique plus que naturel et du patrimoine humain historique? Je peux essayer peut-être de répondre, ou en tout cas de donner quelques points de vue. C'est une question éminemment intéressante et importante aujourd'hui, effectivement, dans la manière dont à la fois les villes se développent avec leur territoire et dans la manière dont, effectivement, aujourd'hui, nous-mêmes, à AFD, on essaie de réintervenir, en tout cas d'accompagner quand même cette prise de conscience qu'il y a de devoir de nouveau reprotéger la nature, au sens du confucianisme, de shintoïsme aussi à la base, de la nature a un esprit, elle doit être protégée, elle doit être restaurée, réaménagée. Sauf qu'entre-temps, je pense que l'histoire est passée par là, et que la modernité même associée au parti fait qu'on a tendance un petit peu à privilégier, encore une fois, l'innovation, les formes nouvelles, ou en tout cas les formes inspirées de la modernité, enfin qui inspirent la modernité, et qui forcément ont tendance à tourner un peu tourner le dos à ce qu'on savait faire avant, à ce qu'on savait très très bien faire avant, de concevoir la ville, les maisons, les villages, avec des matériaux locaux, biosourcés, et dans le respect des paysages. En tout cas, aujourd'hui, la Chine en a pris conscience, elle a fait vraiment des gros efforts de restauration, d'ingénierie écologique pour restaurer ou pour reprendre la maîtrise sur certains paysages. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les deux modèles coexistent, et c'est tout ce qui, aujourd'hui, nous anime dans la volonté de co-construire des projets tels que celui-ci, pour essayer justement de refaire émerger ce qui était très bien fait avant, et ce qu'il faut remettre en avant dans la préservation de villages. Et aujourd'hui, il y a des très beaux villages sur d'autres projets qu'on est en train d'étudier, qui sont dans un état, à dire, de péril immédiat, alors que d'autres ont été démolis et reconstruits, mais avec des matériaux modernes, dans un style qui n'est même pas du tout de la province. Et en plus, en décapant des zones naturelles ou en remblayant des zones humides très importantes. Et ça, je le dis juste dans la campagne, mais c'est le cas dans
vous l'avez très bien vu dans l'extension urbaine de toutes les grandes villes chinoises, puisque la moyenne annuelle des habitants, d'habitants en plus dans chaque ville, c'est 1,5 million par an, pour chaque ville moyenne. Vous voyez qu'il y a une forte pression et qu'il y a un modèle derrière à inventer, mais on voit bien que cette urgence à croître, à se développer, à loger, elle rentre en contradiction avec beaucoup de choses qu'on faisait très bien avant. Et c'est cette temporalité dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense que cette temporalité, cette approche stratégique, cette approche un peu plus globale qu'on n'a pas toujours, dans les documents de planification, sont aussi une réponse, mais c'est aussi un problème. Tendance à normer les choses. Vous avez beaucoup de choses qui sont incrémentées du haut vers le bas, où vous avez des profils en long de voirie qui sont exactement les mêmes au nord ou au sud de la Chine. D'est en ouest, c'est pareil, et pareil pour les types de bâtiments. Donc au même titre qu'il y a un travail sur l'inventaire de la biodiversité en Chine qui est en train de se faire, je pense qu'il y a un gros travail d'inventaire aussi à faire de ce qui fait la qualité des paysages, qui fait la qualité de certaines régions, et qu'il faut pouvoir revenir vers une mode de construction plus soutenable et plus aussi porteur d'identité collective. Et ça, c'est un vrai sujet, et encore une fois, c'est je pense, un des sujets les plus importants, qui fait que dans certaines régions ou dans certaines villes, on est totalement dans des espaces un peu désincarnés, comme nous, on a pu aussi en produire un certain nombre. Donc je trouve que la question que vous posez est très intéressante, parce qu'elle permet aussi de mettre le doigt sur beaucoup de sujets qui sont accaparés aussi par des investisseurs, souvent, dans des modèles économiques qui étaient évoqués tout à l'heure, et qui font qu'on, du coup, encore une fois, du nord au sud, d'est en ouest de la Chine, on retrouve à peu près les mêmes types de modèles, les mêmes types d'investisseurs, qui sont aussi dans une volonté d'investissement, tout simplement. On a financiarisé une partie de la production de logements en Chine, donc du coup, on se retrouve avec des modèles qui sont des modèles financiers bâtis. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds beaucoup à votre question, mais en tout cas, elle reprend un vrai sujet de fond, qui est comment nous, aujourd'hui, on peut se nourrir aussi de ce que fait la Chine en toute humilité, et comment on les accompagne en toute humilité dans la transition d'un modèle de développement, autant que faire se peut, pour protéger d'espaces bâtis et espaces naturels. Peut-être qu'aussi, on peut regarder, nous, notre histoire avec un petit peu d'humilité. Il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui, on se dit, tiens, c'est dommage, il faut rénover des murs en pierre sèche, et du coup, ça recrée des filières métiers dans des pays un peu désertifiés, etc. Mais on y arrive après coup. On est souvent quand même dans des actions de soins plutôt que des actions de prévention par rapport à des pertes de compétences, y compris dans les territoires ruraux français, et des pertes de filières métiers. Voilà. Et une de nos actions, nous, c'est de faire renaître ces compétences, ces filières d'entretien d'un patrimoine vernaculaire, et qui du coup participent à un développement économique local et au maintien des habitants dans des zones rurales où finalement aujourd'hui en France on en est arrivé au stade où maintenir un café c'est un enjeu. Donc voilà, on n'a pas toujours trouvé les solutions à l'heure où il fallait les trouver non plus. Et de mon point de vue, ce qui est vraiment intéressant, et on rejoint une autre question que demandait François tout à l'heure, ce que peut apporter la coopération, c'est qu'à ce niveau, la perte, elle est moins importante. Enfin, ils en sont à un stade où la perte est moins importante en Chine, c'est-à-dire qu'il y a quand même une exode rurale qui est maintenant assez ancienne, mais beaucoup moins ancienne, etc., où il y a encore quand même beaucoup plus, même si elle est de moins en moins importante, mais elle est quand même beaucoup plus vive. Les villages sont encore beaucoup plus vivants qu'ils ne le sont. Et donc cette prise de conscience qui se fait de plus en plus, à une échelle de plus en plus large, et ça j'ai du mal à le percevoir, mais à le quantifier en tout cas, mais qui est indéniable, fait que du coup c'est hyper stimulant aussi de pouvoir intervenir comme on le fait en France, parce qu'encore une fois, effectivement, le modèle il est encore loin d'être satisfaisant de mon point de vue ici aussi.
dans beaucoup de territoires, et donc d'intervenir de la même façon qu'on le ferait ici, mais sur une situation qui est presque moins désespérante, enfin, on part de moins loin pour arriver rapidement à des résultats avec des gens qui sont, quand c'est le cas, sur les projets de coopération, qui sont très motivés, extrêmement en attente, enfin très en attente, et souhaitent aller loin. Une anecdote, c'est effectivement sur un autre projet pas loin dans la province à côté, sur lesquels Françoise est intervenue, à Tissiane. Je me souviendrai très bien de ce mot du maire, du secrétaire du parti de la ville, qui avait dit, écoutez, moi, ce que je veux vraiment, c'est très clair. Je veux être l'anti-modèle de Pignao. Voilà, je veux dire, c'est clair, Pignao, c'est vraiment le tout touriste, la ville, la Disneylandisation d'une ville historique, etc., qui est à 20 km de Tissiane, qui a presque la même valeur patrimoniale, mais Tissiane, c'est une ville qui est complètement à rénover. Il a dit, voilà, moi, c'est mon anti-modèle. Et il était très clair, ce qu'il voulait, c'était l'anti-modèle. Donc, on est quand même sur des gens qui ont quand même des envies, des visions, et on est là pour les accompagner le mieux possible. Et je crois que c'est vraiment très intéressant et très enrichissant et très stimulant pour l'expertise française. J'ai promis qu'on avait encore le temps pour une dernière question et qu'elle n'était pas très longue. Oui, il y en avait d'autres, non, pardon? Bon, je ne sais pas si oui, parce qu'on a une ou deux. Deux, allez. Bon. Donc juste savoir justement qu'est-ce qu'il y a comme expérience aujourd'hui sur les villes, parce qu'on a beaucoup parlé des villages, des paysages ruraux, des zones rurales. En effet, c'est peut-être... Mais qu'est-ce qui se passe? Alors justement, l'exemple de Pignao, qui peut-être est un anti-modèle pour certains. En tout cas, c'est une expérience du passé maintenant, où il y a eu de la coopération, je crois. Et maintenant, est-ce qu'il y a encore de la... Est-ce que ça existe sur les villes? On est peut-être un peu plus dans le dur de ce que peuvent être la confrontation avec les politiques de modernisation urbaine, etc. Je parlais d'ailleurs des grandes villes, des villes qui ont des centaines, voire des millions d'habitants. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent intéressantes? Un bon connaisseur de la Chine. Je vais peut-être me dévouer là pour cette réponse, parce qu'effectivement, participant à pas mal de colloques en Chine, et donc ce sont des lieux qui sont des révélateurs et d'un état de connaissance, et d'autre part des questionnements qui se posent. D'une part, Mathieu l'a dit, mais chaque ville, chaque endroit en Chine va avoir une manière d'aborder le sujet de manière différente. En revanche, comme il y a très souvent il y a par exemple un label en Chine qui s'appelle Label des villes historiques et culturelles. Et à travers les porteurs de ce label, on va avoir les services techniques qui vont se réunir pour échanger sur les dernières connaissances sur le sujet. Donc il y a une très rapide diffusion des modes de faire et des best practices, des bonnes pratiques. Ce qui ne veut pas dire que les maires et les secrétaires du parti, ce sont eux qui ont un rôle moteur. Donc, suivant leur capacité à avoir une vision du sujet, ils vont avoir une vision qu'ils vont chercher à développer ou pas. Je vais prendre la ville de Shanghai, que j'utilise souvent comme référence. Elle a été une des premières, contrairement à l'image qui est véhiculée par les médias ici, à mettre en place une stratégie globale en 2003. En s'intéressant, qui plus est, à une vision qui était difficile à mettre en œuvre, puisque on la faisait passer comme une ville qui n'a pas d'histoire, et dont l'histoire n'était liée qu'à la période des concessions. Alors que quand on s'intéresse au paysage, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas, qu'on est sur un territoire qui a été construit par des canaux d'eau, et que ce territoire est toujours visible, avec en même temps le rôle de pôle d'échange qu'a pu avoir Shanghai. Mais tant qu'on n'a pas la compréhension du système, on ne peut pas le défendre. Donc cette vision, elle va différer suivant les milieux intellectuels qu'on va avoir. Je dis milieux intellectuels au sens large, ça peut être aussi bien les services urbains que les universités qui jouent souvent un rôle important. Et puis, elles vont dépendre aussi de leur éloignement par rapport à Pékin. Il est certain, Pékin vient juste de faire passer un plan de protection sur son centre-ville. On est sur des points de vue qui sont radicalement opposés à ceux qu'on pourrait avoir dans bien d'autres villes de Chine. C'est en gros libérer le centre ancien pour montrer l'habitat en damier et en routong, en éliminant une grande partie des habitants.
c'est pas véritablement des protections, des modes de protection et des modes de valorisation qu'on peut avoir ailleurs. Donc, plusieurs critères à prendre en compte. Bien sûr, les visions politiques qu'il peut y avoir, la possibilité d'une marge de manœuvre par rapport à l'éthique nationale, je vais dire. Et c'est certain que Pékin en a beaucoup moins que les autres villes. C'est la capitale. Et puis, d'autre part, la capacité de pouvoir mettre en œuvre une politique. C'est-à-dire, dispose-t-on du personnel suffisant pour pouvoir suffisamment former, suffisamment intéressé par le sujet, pour pouvoir mettre en œuvre des décisions qui auraient pu être prises par la ville. Donc, on est sur des critères qui sont, là encore, illustrent la diversité du pays. J'ai une réponse un peu floue, pardon. Ça, c'est ce que je prends comme ça. Et je ne mélange pas avec celui qui crache depuis le début. Oui, je vous remercie pour cette conférence. Donc moi, je suis architecte des bâtiments de France élève et j'avais justement une question parce que j'ai vécu 1 an en Chine et effectivement, j'avais perçu le tourisme de masse, notamment dû à des périodes très très courtes dans l'année par rapport aux festivités chinoises. Et donc en fait, j'ai pu remarquer notamment qu'il y avait un tourisme qui était aussi dû à l'attraction du label UNESCO. Et donc je me posais la question si vous travailliez aussi avec ce label ou avec d'autres. Vous aviez partiellement du coup évoqué avant le label des villes historiques et culturelles. Merci. Et donc, je voulais savoir, oui, s'il y avait encore d'autres labels qui puissent faire, entre guillemets, rayonner à travers le territoire des nouveaux sites patrimoniaux et qui permettraient peut-être aussi de désengorger ces sites à connotation fortement historique au patrimoine mondial vers d'autres sites à moindre comment dire, potentiel. Merci. Bon, sur le label UNESCO, on est sur ce qu'on connaît, l'effet pervers de l'obtention du label qui est bien connu, bien identifié, mais en version XXL, hein, comme tout ce qui se passe en Chine. Donc effectivement, dès qu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a une explosion démesurée. On l'a vu il y a 2 ans avec l'île de Goulanyu, 3 ans en face de Xiamen. Bon, c'est catastrophique, malgré le fait que, effectivement, on a aujourd'hui quand même des plans de gestion extrêmement bien faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine, vraiment, l'UNESCO, c'est quelque chose de très très important pour les autorités. Il y a un gros investissement sur cette organisation multilatérale de la part des Chinois, en particulier sur la Convention de 72. Avec du coup un savoir-faire qui est quasiment inégalé au monde aujourd'hui sur la capacité à monter un dossier, à préparer un dossier et à faire un plan de gestion qui corresponde vraiment, qui soit parfait. Bon, après, un plan de gestion sur le papier et la réalité, c'est toujours différent, mais en tout cas, les engagements, ils sont pris et il y a des efforts qui sont faits, mais on est dans la réalité, comme je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire avec ces semaines de congés très peu, et puis une population très très importante, quoi, des centaines de millions de personnes qui voyagent. Mais par contre, effectivement, il y a d'autres labels. Et cet amour chinois pour l'UNESCO et pour le label d'une façon générale, l'appétit est tellement grand qu'en fait, ils candidatent à tous les labels qui existent à l'UNESCO. C'est-à-dire qu'ils ont le plus grand nombre de villes créatives. Il y a un label qui s'appelle les villes créatives à l'UNESCO. Bon, bah voilà, il doit y avoir plus d'une 50aine de villes chinoises créées. Les géoparcs, il y en a des dizaines et des dizaines en Chine. C'est-à-dire que voilà, ça permet d'avoir ce label UNESCO. Donc, la parade est déjà un peu trouvée pour essayer de diffuser un peu plus largement les touristes sur le territoire. Mais de fait, on est face à des flux très importants, hyper concentrés sur des périodes très courtes. Et c'est d'ailleurs, c'est parfait parce que ça nous fait un effet d'annonce. On aura justement un rendez-vous Chine sur les colloques organisés en Chine et qui nous permettra d'avoir un aperçu justement sur cette connaissance des différents outils internationaux et en même temps comment les utiliser et diffuser.
Je vous propose qu'on en reste là pour cette soirée. Et puis, je vous propose aussi de remercier beaucoup Mathieu Berton, Soline Archambault, Vincent Guichard et Antoine Mongenot, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il a préféré être avec nous que... On a de la chance.